Alors bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui autour d'une question pour cette table ronde. La question, la Suisse, terre d'accueil ou terrain miné? On va questionner aujourd'hui la difficulté que ça peut être de se former dans l'instabilité que c'est le parcours migratoire. On reçoit plusieurs intervenants aujourd'hui que nous présenterons tout à l'heure. Et on aimerait savoir au final quelle est notre responsabilité en tant qu'universitaire, en tant que Suisse, en tant que citoyen, de prendre conscience de ces problématiques, de s'informer et peut-être d'agir. Nous sommes la FAE, la Fédération des associations d'étudiants, et dans le cadre de la journée de l'égalité qui a eu lieu le 8 mars, on s'est demandé quelles thématiques pouvaient être traitées portant sur l'égalité de tous et toutes, et on s'est rendu compte que dernièrement, il y avait quelque chose dont on n'entendait pas assez parler ou qu'on entendait parler de manière un peu indirecte, c'était la migration et les personnes requérantes d'asile ou migrantes. On ne savait pas vraiment en fait qu'est-ce qu'il y avait là-bas derrière. On avait vu une pétition qui tournait concernant un jeune homme, Edriss Sarwari, qu'on accueille d'ailleurs aujourd'hui, et on se demandait sur quoi portait cette thématique et qu'est-ce qui lui arrivait. Et du coup, on s'est posé la question, c'est quoi les enjeux derrière? Donc, on a décidé de poser la question à des gens qui étaient concernés. Comme première approche, peut-être, je pense que le plus important, c'est de comprendre, je sais pas, mais les permis, les différents permis qu'il y a quand on veut faire une demande pour venir en Suisse ou je ne sais pas bien comment ça marche. Alors pour ça, je vais demander à Valentine Archinard si vous pouvez m'expliquer. Vous êtes conseillère en orientation à l'EVAM et peut-être vous pouvez expliquer assez rapidement quels sont ces permis. Alors, pour l'EVAM, donc l'EVAM assiste des personnes qui ont un permis F, donc admis provisoirement. Donc, c'est des personnes qui ont demandé l'asile, après tu compléteras peut-être, mais qui ont demandé l'asile et qui n'ont pas obtenu le statut de réfugié, mais qui ont une admission provisoire parce que leur renvoi n'est pas possible pour diverses raisons. Il y a les personnes avec un permis N, un livret N, donc en attente de décision. Et puis les personnes déboutées de l'asile, donc qui reçoivent une décision négative et qui ont, comme on dit, un papier blanc, qui demanderont l'aide d'urgence, donc l'aide minimale vitale. Et voilà, ça c'est les 3 permis, en tout cas des gens qui sont accompagnés par l'EVAM. Parce qu'en l'occurrence, les gens qui sont accompagnés par l'EVAM, c'est des migrants ou des requérants. Je ne sais pas, je crois que c'est différentes terminologies. Je ne sais pas bien comment les employer. Alors peut-être Alicia Girodel, vous pouvez nous expliquer. Tu es juriste dans la section suisse d'Amnesty International, spécialiste en droit humain. Donc c'est quoi les terminologies qu'on devrait employer ou... Alors merci beaucoup déjà pour l'invitation. Pour Amnesty, en fait, on fait une distinction entre migrants et réfugiés qui est assez claire. Un réfugié est une personne qui tombe sous le coup de la Convention de Genève sur les réfugiés. Et cette convention, elle détermine clairement, il y a certaines conditions d'être remplies pour qu'une personne soit reconnue. Un réfugié, normalement, c'est une personne qui doit quitter son pays en raison de raisons personnelles, parce qu'elle pourrait être persécutée en raison de ses opinions politiques, son appartenance religieuse, aussi peut-être des raisons liées au genre, etc. Donc il y a plusieurs raisons. Et donc ces personnes-là, elles ont le statut de réfugié selon le droit international. Une personne qui arrive en Suisse, qui dépose une demande d'asile, elle doit passer par un processus. Et c'est lors de ces entretiens qu'on constate si la personne elle a le statut, remplit les conditions. En Suisse, en fait, on a un taux de reconnaissance de 33%, donc sur toutes les demandes d'asile, et environ 33% qui sont reconnus comme réfugiés. Donc ça, disons, c'est une catégorie assez petite. Puis ensuite, on a encore en fait, tous les autres sont considérés plus ou moins comme des migrants. Donc, ces personnes qui n'ont pas été ciblées directement et qui fuient pour des raisons liées à des troubles dans leur pays,
même des raisons économiques, etc. Donc voilà, c'est vraiment un groupe assez large. Et je pense que c'est pas toujours facile en fait pour des gens qui connaissent pas beaucoup cette thématique de faire cette différence. Et en l'occurrence, on reçoit aussi deux autres personnes aujourd'hui. Edriss, que j'ai mentionné tout à l'heure, Edriss Sarouari. Peut-être tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment t'es arrivé en Suisse, en tout cas. Bonjour à chacune et chacun, j'espère que vous portez bien. Et je suis vraiment très ravi d'être ici parmi vous. Je suis un récurrent d'asile d'Afghanistan. Je suis né à Panjshir, mais pendant ma jeunesse, on s'est déplacé assez souvent en raison de la guerre civile. Et en 2001, moi avec ma famille, on s'est établi à Kaboul et j'ai fait mes études là-bas, comme le gymnase, les différents sports comme gymnastique, kung fu. Et puis, j'ai fait aussi des écoles de langues comme anglais, italien. Et après, plus tard, je travaille avec deux organisations humanitaires. Et comme j'avais des problèmes chez moi, je suis parti illégal toutes les frontières depuis l'Afghanistan jusqu'à la Suisse. Et je suis arrivé en 20 mai 2016 en Suisse. Donc en l'occurrence, tu fais partie du deuxième cas de figure qu'a présenté Alicia, celui qui n'a pas pu faire de demande, mais qui est arrivé en Suisse quand même. En fait, en 2016, 20 mai 2016, j'ai demandé l'asile, mais ils ont refusé ma demande d'asile après 2 ans. Et j'ai fait un recours contre la décision. Ils ont refusé encore une fois ma demande d'asile en 2020. Et là, je suis en train de préparer un dossier pour que mon avocat puisse demander la réexamination de mon dossier. Okay. Avant, j'avais un permis N, mais comme ils ont refusé 2 fois ma demande d'asile, maintenant j'ai un papier blanc. Je suis en aide d'urgence, comme expliqué avant. Valentine, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que représente cette aide d'urgence? Alors, c'est une aide qui est proposée aux personnes qui n'ont pas de ressources financières. Après, au niveau des cantons, je ne sais pas ce qu'il en est dans tous les cantons. En tout cas, sur le canton de Vaud, les personnes peuvent demander une urgence minimum, une aide minimum. Ça comprend, si on veut, un hébergement et une assurance maladie et une aide alimentaire. Ce n'est pas de l'argent qui est versé aux personnes, mais ce sont des bons dans des épiceries. Voilà. Donc c'est vraiment les 3 soutiens que les personnes reçoivent quand elles demandent l'aide d'urgence. Mais moi, j'ai demandé l'aide d'urgence, mais ils m'ont pas financé, ils m'ont pas donné même l'aide minimale qu'ils viennent d'évoquer. Parce que moi, je travaille, j'ai économisé d'argent ces derniers temps parce que j'étais indépendant financièrement environ 1 année et quelques mois. Et comme j'avais économisé d'argent à côté, ils m'ont pas donné d'aide. Mais quand même, comme ça, ils savent que je suis en Suisse, que je suis pas parti. Peut-être, Doua, tu peux nous expliquer, toi, comment ça s'est passé, de où est-ce que tu viens et te présenter un petit peu. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour votre invitation aujourd'hui. Alors, je m'appelle Douha. Je suis palestinienne syrienne. Du coup, à la base, on est palestinienne, mais on habitait en Syrie. Je suis née en Syrie, mes parents aussi. Mais j'ai aucune nationalité en fait. J'ai ni la nationalité palestinienne ni la syrienne. Je suis arrivée ici en Suisse en fin 2013. C'est quand la Suisse a ouvert ses portes pour les réfugiés syriens, en fait. J'en ai mon oncle qui habite ici. Du coup, si j'ai bien compris, ils ont fait, s'il y a quelqu'un qui habite ici, il a la famille là-bas, il pourra faire une demande qu'il puisse venir ici en Suisse. Du coup, c'est mon oncle qui a fait la demande qu'on vient en Suisse. Elle a envoyé la demande au Liban. C'est là-bas qu'on devait faire interview pour demander pourquoi on vient en Suisse. C'était à cause de la guerre. Et on a dit s'ils vont refuser, on va venir avec mes parents, mais illégal, par la mer ou par des autres chemins, parce que là-bas,
c'était insupportable en fait de vivre, c'était voilà, la guerre. Et du coup après ils ont heureusement accepté et on est venu ici en Suisse en décembre 2013. J'ai commencé ici, on a fait une demande pour être accueilli ici en Suisse par des centres d'accueil. Donc on a fait la demande, on a resté 2 semaines dans un autre centre d'accueil qui est à Valorp. Après, ils nous ont transféré dans un autre centre d'accueil ici à Neuchâtel, à Couvet. On est resté là-bas 6 mois. Et on avait le permis N. Après, ils ont fait des entrevues et tout ça. On a eu le permis F. Comme quoi on est accepté, mais au cas où on pourrait être renvoyé en Syrie. Et après, on a eu une maison et tout, mais le travail, c'est dur. Mais bon, ils n'ont pas trouvé de travail jusqu'à maintenant parce que, comme ils ont le permis F, il n'y a personne qui accepte avec ce permis. Et si on doit obtenir le permis P, on doit travailler en fait. Et du coup, voilà, ça tourne. Actuellement, je suis en apprentissage. Je suis en 2e année d'apprentissage. Je suis en assistance socio-éducative de mon enfance. J'ai fait plein de stages, plein de classes de pré-apprentissage et tout pour trouver un apprentissage pour continuer mes études ici parce que j'ai jamais pensé qu'on va retourner un jour en Syrie. C'est en fait impossible. Et du coup, là, heureusement que j'ai trouvé un place d'apprentissage. Et je suis bien où je suis. J'aime trop en fait, ce domaine. Et voilà. Merci Doua. Alicia, ce dont nous parle Doua dans son récit, est le fait qu'elle a pu venir en Suisse parce qu'elle avait des oncles qui habitaient ici. Est-ce que ça s'appelle le regroupement familial ou est-ce que ça concerne encore une autre procédure? Alors, en fait, c'est un autre mécanisme qui existe. C'est très intéressant. J'aimerais juste noter une chose que j'ai observée maintenant. Parce qu'Amnesty s'engage beaucoup pour les voiles légales et sûres. Et comme on a l'exemple d'Edriss, qui nous a expliqué qu'il a dû parcourir un chemin extrêmement dangereux, il a dû traverser plusieurs pays de manière illégale, donc il a même vraiment mis sa vie en danger. Et ça, c'est en fait le parcours que la plupart des requérants d'asile doivent faire. Et ils mettent donc moi je trouve ça serait peut-être aussi intéressant de savoir comment toi-même tu l'as vécu. Et là on a un exemple en fait où une personne peut être accueillie en Suisse directement en déposant une demande déjà dans son pays d'origine. Dans ce cas-là, c'était le Liban, si j'ai bien compris. Voilà. Donc là, c'était le pays voisin. Mais l'important, c'est en fait, ça fait partie du programme de resettlement normalement qui est offert par le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est donc c'est un quota qui est imposé par donc la Suisse. Elle s'engage à accueillir un certain nombre de requérants d'asile directement depuis de leur pays d'origine ou le pays voisin. Et pour les Syriens, en fait, il y a eu pas mal de requérants d'asile qui ont été accueillis. C'est un programme qui a beaucoup, qui a beaucoup de succès, mais en fait, il est surtout appliqué en lien avec les réfugiés syriens. Et puis pour nous, pour Amnesty, en fait, on se dit qu'il n'y a pas assez de resettlement et qu'il faudra offrir beaucoup plus de programmes qui vont dans ce sens. Et par exemple aussi en Libye. En Libye, la situation est vraiment horrible et les personnes elles sont exposées à la traite des êtres humains. Il y a beaucoup de rapports. Amnesty a beaucoup documenté ce qui se passe en Libye. Et donc voilà, ce sera vraiment important qu'il y ait cette possibilité. Une autre chose qui est aussi intéressante, en 2013, en fait, la Suisse elle a aboli les demandes d'asile dans les ambassades. À l'époque, c'était encore possible de déposer une demande d'asile dans une ambassade. Et en fait, la Suisse, elle a plus voulu le faire, ce qui en fait pousse les gens encore plus à partir et donc de passer par ces périples et de traverser la mer Méditerranée, voilà, au risque. Et de façon très dangereuse, en fait. Voilà, de façon très dangereuse. Et pourquoi elle a aboli du coup la possibilité de demander dans une ambassade, du coup de sur place pouvoir faire la demande? Donc en fait, la Suisse, elle fait partie de Schengen et Dublin depuis environ 2007.
Je connais plus exactement les raisons. C'est possible que c'était une initiative de l'UDC, mais c'était aussi en lien avec Dublin et les autres pays de l'Union européenne, parce qu'en fait, il n'y a presque plus aucun pays en Union européenne qui offre cette possibilité. Ok. Et donc, voilà, la Suisse voulait pas être les seuls, et donc en fait, ça aurait été une porte d'entrée à l'Europe. Voilà. Donc, en fait, on essaie d'avoir les mêmes pratiques dans tous les pays de l'Union européenne. Et du coup, la Suisse, au niveau politique, ouais. s'aligne avec l'Europe beaucoup. Et du coup, Tout à fait. on respecte les mêmes quotas que nos voisins. Les quotas au niveau de reconnaissance ou au niveau de la... Par exemple, de reconnaissance ou d'acceptation de personnes Je connais pas exactement les chiffres. plus ou moins. Voilà, je connais pas exactement les chiffres pour la reconnaissance de réfugiés. Je pense que le chiffre devrait être plus ou moins le même. Par contre, ce qu'elle nous a expliqué aussi avant, c'est qu'elle a reçu le permis F. Permis F, c'est une admission provisoire, alors qu'elle vient d'un pays qui est en guerre. Et elle va pas pouvoir retourner demain, donc et même pas dans une année ou 2 ans, si ça continue comme ça. Donc déjà cette terminologie, selon toutes les organisations des droits humains, cette terminologie elle est fausse. On peut pas utiliser ce terme, mais au fond c'est un permis qui est accordé aux personnes qui n'ont pas de statut de réfugié, qui viennent d'un pays qui est en guerre ou qui ont des difficultés aussi. Ça peut aussi être lié à d'autres raisons. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ça mène à des situations un peu absurdes. Une personne qui a vraiment besoin de protection, elle est désavantagée par rapport à un réfugié, mais elle a plus ou moins le même besoin de protection. La Suisse, c'est le seul pays qui applique ce statut. Dans les autres pays de l'Union européenne, on a un statut qui est considéré, donc c'est pas un statut de réfugié, ça s'appelle statut subsidiaire, mais c'est un statut qui donne les mêmes droits qu'aux réfugiés. Donc moi je pense que la Suisse elle a pas mal à apprendre de ses voisins à ce niveau-là. Et juste pour vous dire, donc moi je vous ai parlé de taux de reconnaissance 33% en Suisse. Si on regarde aussi les permis F, donc les personnes qui demandent une protection provisoire, on est à 61%. Donc ça montre que la moitié, presque la moitié, elle a le permis F, et ça porte préjudice à ces personnes parce qu'elles seront désavantagées dans le parcours d'intégration. Donc finalement, Doua, elle est dans une instabilité constante. On peut imaginer qu'elle termine son apprentissage et que dans 6 ans, la situation en Syrie est de nouveau vivable. Elle devrait repartir en Syrie alors même qu'elle serait intégrée et qu'elle aurait un travail ici. Alors théoriquement, ce serait possible si elle avait toujours le permis F, parce que le permis F, elle doit être renouvelé chaque année. Mais par expérience, moi je pense que Lentine, elle pourra mieux répondre à cette question. Par expérience, les personnes qui ont le permis F, qui sont bien intégrées, qui ont fait une formation, elles ont plus de facilité à avoir un permis B ensuite. Et dès qu'elles ont le permis B, elles ont plus de risques d'être envoyées. C'est juste, et c'est vrai que dans le cadre du travail que j'effectue en tant que conseillère en orientation, souvent une des premières motivations des personnes que je rencontre qui sont arrivées en Suisse et qui ont un permis F, c'est d'obtenir un permis B, donc de viser l'emploi. Une formation, oui, mais surtout l'emploi. Après, ça dépend des parcours et toute situation est très différente. Mais c'est vrai que l'obtention d'un permis B rassure forcément la personne. D'ailleurs, dans ce cas-là, du coup, c'est rassurant d'avoir un titre, peut-être. Est-ce que toi, tu sens, ou en tout cas tu vis ou tu partages un peu cette violence de peut-être avoir un permis F, avoir ce terme qui est apposé, et tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es apatride. Est-ce que toi, je sais pas comment tu le sens ça? En fait, oui, comme elle a dit, franchement, c'est pas facile. Toujours on cherche d'obtenir le permis P. On a déjà fait une demande, toute la famille, pour obtenir le permis P, mais ils ont refusé parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas assez intégré dans le monde professionnel, donc on ne travaille pas. Donc maintenant, on a essayé de faire séparer parce que on connaît plein de gens qui habitent, mais dans des autres cantons, ils ont eu le permis P grâce à leur apprentissage. Parce que toi, tu habites à Neuchâtel. Donc là, moi, j'habite à Neuchâtel, mais dans les autres cantons, je connais plein de Syriens qui sont venus, c'est mes amis en fait. Donc on parle et on discute, ils ont plus
des choses qu'ils ont eues, mais moi pas en fait. En fait, ça dépend les cantons et leur voilà, décisions et règles. Et du coup, là, on a essayé de faire séparément, d'envoyer moi et ma soeur qui est aussi en apprentissage. On a essayé de faire une demande d'obtenir le permis B, comme quoi, voilà, je trouve qu'on est assez intégré là, l'apprentissage du travail, l'école et tout, la langue et tout ça. Donc, on a essayé de faire une demande maintenant et on attend toujours la réponse. Tu as fait la demande quand? C'était en novembre l'année passée. Et on attend toujours. Edris, toi, tu as été soutenu par l'EVAM. On t'a offert une formation à la PrEP, si je ne me trompe pas. Oui. Et finalement, la Suisse a décidé de te renvoyer. Tu vis comment ce paradoxe et le fait de devoir retourner chez toi? Avant de répondre à votre question, je rajoute encore deux, trois points qui sont vraiment importants à mes yeux. Volontiers. La problématique d'avoir un permis N ou permis F provisoire, c'est par exemple quand on cherche un travail, souvent les patrons ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire un permis N, qu'est-ce que ça veut dire un permis F. Et en plus, chaque fois qu'on trouve un travail, on doit demander l'autorisation de Berne. Après, on peut travailler, ça prend environ 15, 20 ou même un mois. Et souvent, le patron, il n'accepte pas. C'est pour ça que c'est très difficile pour une personne qui a un permis F ou N de trouver un emploi. C'est très difficile. En fait, pour moi aussi, c'était vraiment très difficile. Je reprends maintenant à ta question. Quand j'ai vu que l'EVAM finance mes études, parce que l'école PrEP, quand même, c'est cher. Et je peux dire en général que la Suisse m'a beaucoup donné, bien plus que mon propre. Et j'étais vraiment content les 2 premières années que je suis arrivé en Suisse. Et j'ai fait tout pour m'intégrer dans la société, pour apprendre la langue, pour me faire des amis, pour rentrer à l'Uni. J'ai fait vraiment tout. Et après, comme ils ont refusé la première fois ma demande d'asile, j'étais à l'Uni. Et en plus, à côté de mes études, je travaillais à la fête de vignerons dans un bar. La nuit, je travaillais. Et le jour, je faisais mes cours et j'avais des examens aussi pour entrer à l'Uni. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai raté quelques cours. C'était pas un moment difficile, c'était vraiment un moment difficile. Jusqu'à maintenant, je peux pas accepter. Mais comme ils ont refusé ma demande d'asile, j'avais des problèmes. J'aurais dû aider ma famille en Afghanistan parce que comme en Suisse, le taux de pauvreté, c'est environ 2-3%, mais en Afghanistan, je peux dire 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Du coup, j'aurais dû aider ma famille aussi pour venir en Suisse. J'ai dépensé environ 7 000 et j'aurais dû rembourser les dettes. Du coup, comme ils ont refusé ma demande d'asile, j'avais pas une vie stable. Je me suis dit, il faut absolument que je rembourse mes dettes. Au moins, plus tard, j'aurai moins de problèmes. Et puis, c'est pour ça que j'ai cherché à trouver du travail. Je travaille au marché Noël. Et après, en février 2020, j'ai trouvé un travail au Tao, c'est un restaurant. Et je travaille jusqu'à le 15 février 2021, environ une année. Ça veut dire que j'étais indépendant financièrement environ une année et quelques mois. Et finalement, mon patron aussi, il était obligé de me licencier parce que le gouvernement a ordonné de licencier Edris. Du coup, maintenant, je vis dans une situation vraiment instable. Et chaque jour ou chaque fois que je sors de la maison, je vis dans une crainte. Je vis dans une peur permanente que je croise les autorités parce qu'ils peuvent me mettre en détention pour mettre la pression le plus possible pour que je quitte la Suisse. C'est la raison pour laquelle la plupart des réfugiés qu'ils ont reçus négatifs une fois, 2 fois, ils ont préféré de quitter la Suisse au lieu de rester en Suisse et se battre pour avoir le papier. Est-ce qu'ils avaient peur de finir dans des centres de détention, si je ne me trompe pas? Exactement, parce que normalement, mon avocat, il m'a dit que je risque rien maintenant, mais
j'ai pas confiance à l'État, on risque quand même. En tout cas, j'ai pas confiance, même s'il me dit que je risque rien, mais c'est possible qu'il me met en détention et après me renvoie de force. Sauf erreur, ça s'appelle la détention administrative. Et un requérant d'asile débouté peut y être placé jusqu'à 3 mois, c'est ça? 18 mois. 18 mois. À l'époque, c'était 3 mois et ça a augmenté. Voilà. Et il y a 28 centres, hein, on en dénombre 28, mais j'ai vu que l'État n'avait pas de chiffre exact là-dessus. Et souvent, les gens sont placés même dans les prisons. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces centres de détention? Alors malheureusement, c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Moi, j'ai déjà visité des personnes dans les prisons, en détention administrative. Pour moi, c'est vraiment des prisons. Donc, c'est des personnes. En fait, l'important pour que donc l'État doit être sûr qu'il va pouvoir renvoyer cette personne. Normalement, c'est en vue du renvoi que cette personne est détenue. Donc, ce serait complètement arbitraire de le mettre en détention si on n'a pas de vol prévu, on n'a pas de possibilité de le renvoyer ou la renvoyer. Donc ces centres de détention administrative sont, voilà, ça ressemble beaucoup à des prisons. Et puis je pense que c'est vrai ce que Idriss a dit, et beaucoup de personnes ont tellement peur qu'elles préfèrent se cacher de partir, parce que voilà, c'est souvent en vue aussi d'un renvoi forcé. Donc, on est menotté, c'est vraiment, on prend un vol spécial, sans des conditions horribles et inhumaines en fait. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu un effet dissuasif en fait de cette menace qui pèse. Ça pousse les gens des fois à partir. On a déjà dénombré des victimes d'ailleurs de ces fameux vols spéciaux. Hein. Ouais, en effet, il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Un cas très fameux, je crois que c'était un Palestinien qui est décédé, étouffé. Plusieurs personnes qui ont aussi des crises cardiaques, hein, entre autres un Nigérien, justement. Et puis, disons, il y a aussi le fameux film Vol spécial, que je recommande à tout le monde, qui montre cette réalité qui est particulièrement choquante. Et puis il y a aussi des vidéos, si vous allez sur humanrights.ch, vous trouvez des vidéos où ils montrent comment on procède à menotter ces personnes, puis en fait finalement elles seront attachées à une chaise. Donc c'est vraiment des conditions horribles, et ça peut porter jusqu'à la mort d'une personne. Si jamais, on mettra les liens dans la description. Tu peux tout retrouver ce qu'elle vient de nous partager, Alicia. Valentine, moi je me pose une question. C'est, en fait, dans ton travail, comment tu fais pour investir dans quelqu'un qui est dans cette situation d'instabilité, ou comment tu fais pour orienter en fait ces personnes qui sont au final, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, c'est comment tu fais dans cette instabilité, dans ce truc où tu as envie d'accompagner, mais au final un jeune qui est à l'université, qui travaille, qui fait sa vie, qui se construit, qui est si bien intégré, j'ai pas envie de dire, mais qui a une pétition qui se fait, je crois que c'est pas toi qui l'as fait la pétition, c'est la AME, l'association d'accueil des migrants des Chalands, malheureusement dissoute à cause du Covid, mais qui a fait la pétition pour toi, Idriss. Donc voilà, même des jeunes qui sont complètement suisses, j'ai envie de dire, en tout cas qui sont complètement citoyens. Comment tu fais pour un peu choisir comment les orienter, ou comment tu fais ton travail en fait au final? Alors, j'aimerais déjà revenir un petit peu sur ce que Idriss a dit. Enfin, c'est pas l'EVAM qui a financé l'école PrEP. C'est, si je peux expliquer juste le contexte, Idriss est arrivé en 2016, et en 2016, il y avait un projet du canton qui s'appelait le projet INVO. Et ce projet visait à accompagner dès leur arrivée les personnes, des jeunes entre 19 et 25 ans, venant de certains pays, dont l'Afghanistan, et de les accompagner dans une intégration socio-professionnelle, mais très tôt après leur arrivée. Et c'est via ce budget-là que la PrEP a pu être financée, malgré le fait que tu avais un livret N et en attente d'un statut. Alors c'est vrai que cette instabilité
de fait d'attente, les gens que je vois en entretien témoignent que c'est compliqué de construire quelque chose dans ces conditions. Après, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de me dire, les gens attendent une décision et on va peut-être se dire qu'elle sera positive. Et pendant ce temps d'attente, il y a des choses que la personne peut faire, notamment apprendre la langue du canton dans lequel la personne est arrivée, faire peut-être des reconnaissances de diplômes, ça prend du temps, tisser des liens sociaux, voilà, lancer le processus d'intégration socio-professionnelle dans tout ce que ça implique. Et puis c'est un projet co-construit, hein. Je ne le fais pas sans la personne. Moi je vois un peu mon travail comme donnant des outils en fait de compréhension du système vaudois et un peu suisse, mais surtout vaudois. Et en fonction du parcours de la personne, scolaire, professionnel avant, de sa situation en Suisse, de ce qu'elle a fait déjà en Suisse au moment où je la rencontre, de sa situation familiale, en fonction de tous ces critères, j'essaye de donner des conseils et d'orienter la personne au mieux en fonction de sa situation. Donc, peut-être pour préciser, la PrEP, c'est à l'université que ça se passe, et c'est une préparation pour apprendre la langue, ou peut-être tu peux l'expliquer parce qu'on la mentionne beaucoup, mais du coup, Je pense que vu je que vais tu l'as tourner. fait, peut-être tu m'expliquer, moi je croyais que c'était ça. Ok, en fait, moi, j'ai fini le gymnase chez moi, mais mon diplôme n'est pas valable ici en Suisse. Du coup, alors, j'étais obligé par passer par une école transition, une école préalable. Mon conseil d'emploi m'a conseillé de faire soit gymnase de soir, que c'était pour 2-3 ans, et soit l'école prep, c'était pour une année, mais c'était difficile parce qu'on a eu beaucoup de branches et puis il faut réviser vraiment comme il faut. Mais j'ai choisi l'école prep parce que je voulais entrer à l'Uni le plus vite possible et faire mes études le plus vite possible. École prep, c'est une école préalable. Ils préparent les gens qui n'ont pas une maturité. Du coup, je fais cette école et je fais des examens pour entrer à l'université en 2000. Je fais cette école, c'était pour une année, je suis entré en 2017 et je fais des examens en 2018 pour entrer à l'université de Lausanne. Et j'ai validé mes examens, je suis entré en sciences politiques à l'université de Lausanne. Et après, quand j'ai reçu le refus, j'aurais dû m'exmatriculer de l'Uni, comme j'ai expliqué avant, parce que je ne voulais pas dépendre aux réseaux sociaux. Comme il y a beaucoup de Suisses, je peux dire qu'il y a des Suisses qui n'aiment pas les réfugiés parce qu'ils pensent qu'ils profitent des aides sociales, des aides sociaux. Moi, jamais, c'était pas mon intention. Je voulais être indépendant même. J'avais l'intention de faire de commerce entre l'Afghanistan ici et comme ça, je peux faire mes études à côté pour plus tard. Mais malheureusement, que je n'ai pas pu faire ça à cause de ma situation actuelle. J'aimerais peut-être juste ajouter, par rapport à la question des permis et puis du décalage qui existe entre ce que le monde de l'emploi sait des permis et ce que nous, on en sait, il y a vraiment une méconnaissance, c'est vrai. Il y a énormément de permis en Suisse et c'est difficile sans doute de s'y retrouver pour les personnes qui ne sont pas dans ce domaine. Donc il y a aussi tout un travail de sensibilisation qui est nécessaire auprès des écoles, comme ici aujourd'hui avec les associations d'étudiants, mais aussi auprès des employeurs, pour expliquer que oui, un permis F, c'est provisoire, en tout cas c'est écrit comme ça, mais que finalement la personne, elle est admise pour un moment. Et ça, c'est important de pouvoir accompagner aussi les patrons à engager les personnes et à valoriser le parcours des personnes qui arrivent et qui ont des compétences, évidemment. Du coup, Doua, toi, tu as ce fameux permis F. Et aujourd'hui, tu en es où? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Quelles sont tes craintes aussi par rapport à ce permis? Alors, moi, actuellement, comme je suis en 2e année d'apprentissage, du coup, il me reste encore une année pour finir. En fait, j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de projets pour les faire, en fait. Mais je ne sais pas exactement où et, en fait, quand, parce que à la base, j'aimerais trop continuer l'université, étudier et tout. C'était mes rêves quand j'étais petite. Mais là, si je n'ai pas toujours le permis F, je vais essayer de travailler, d'aller
plus dans le monde professionnel, de travailler après l'apprentissage pour avoir le permis B, parce que c'est trop important pour moi d'avoir vraiment ce permis. Car j'ai eu plein de fois que, avec le permis F, ça m'aidait pas beaucoup de s'intégrer en fait. Alors, par exemple, une fois, on a décidé de sortir en classe, d'aller au repas parc et tout ça. Moi, je pouvais pas aller avec les autres, comme j'en ai le permis F. Tu peux pas sortir Du de la coup, ouais, Suisse. je veux pas sortir de la Suisse du tout. Même à repas parc, du coup, en fait, toute ma classe, elles sont parties et tout, mais là, moi, j'étais la seule que je pourrais pas, voilà, aller. Déjà aussi, on a la famille en Allemagne, on a les amis, tout le monde qui sont sortis de la Syrie, à peu près partout. Du coup, là-bas, ils peuvent, comme elle a dit, entre les pays européens et la Suisse, il y en a beaucoup de différences avec les permis, parce que là-bas, en Allemagne, ça n'existe pas le permis F ou un truc comme ça. Là-bas, ils ont direct le permis et peuvent tout faire, sortir. Même déjà, il y en a des qui ont eu la nationalité en Suède, par exemple. Et du coup, déjà, j'en ai la famille là-bas en Allemagne, même pendant les vacances, on ne pourra pas aller le voir, relâcher un peu de l'étude et voilà, sortir un peu. Ça m'a trop, en fait, influencé sur le moral, en fait, chez nous. Mais ça va, on essaie de donner notre force, nous, personnelle, pour continuer ici. Du coup, après, plus tard, j'aimerais continuer dans mon domaine, ici, le social. Je choisissais ça parce que, vraiment, comme j'ai déjà vécu ça, avec comme j'étais réfugiée, je suis encore, comme je le suis, et j'aimerais beaucoup, plus tard, aider les gens comme moi, en fait, qui viennent d'arriver, qui sont réfugiés, que ce soit leur nationalité, en fait. Ou aussi continuer avec les enfants. Je sais pas en fait exactement trop, mais comme je suis pas encore stable avec mon permis et tout ça, je fais pas de gros projets à long terme. J'essaie de rester, de vivre en fait, comme on dit, jour par jour, et on verra après. Est-ce que toi, tu as imaginé que tu devrais vivre une telle instabilité en Suisse? Non, j'aurais pas dû, non. Déjà, je dis merci à la Suisse qu'elle pourra, comment on dit ça? Qu'elle te soutient en tout cas déjà voilà. un peu. Merci aussi. Déjà, si j'étais en Syrie, j'aurais dû rester en Syrie, je ne pourrais pas continuer mes études ni rien faire. Ça, c'est un point positif en fait de la Suisse, que là, je pourrais continuer à trouver, en fait, continuer mes études et tout. Mais d'un côté aussi, je suis pas trop stable. Ça, j'ai jamais imaginé que, voilà, je sais pas où je vais après, comment je pourrais être, avec qui, où. Ça, ouais, j'ai jamais imaginé une vie comme ça. Mais je dois avoir toujours des pensées positives, voilà, pour vivre et continuer. Tu es très confiante. Et revivre, ouais. Et Driss, où tu en es toi aujourd'hui? Actuellement, comme j'ai expliqué avant, je suis en train de fournir de nouveaux documents pour que mon avocat puisse demander le réexamen de mon dossier. Je suis actuellement en train de faire ça. Mais il y a 2-3 mois, j'avais une chambre, un logement, j'avais un travail, un salaire. Mais actuellement, je n'ai pas ni un logement, ni un salaire, rien du tout. Ma vie est vraiment instable. Et en plus que je vis dans la crainte de croiser les autorités quand je sors. C'est pas facile, mais comme il a dit, je reste optimiste malgré tout. Alicia, Valentine, selon vous, comment est-ce qu'on peut en arriver à des situations pareilles? Quels sont les problèmes sous-jacents en Suisse par rapport à l'immigration et l'intégration des personnes réfugiées? Valentine, peut-être? Si je pars de mon expérience, oui, alors c'est clair que la condition d'instabilité, de l'attente d'une décision, ben voilà, elle est intrinsèque à la demande d'asile. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais oui, alors comment on arrive à ça? Je veux pas m'avancer là-dessus. En fait, comment c'est possible qu'une personne comme Idriss, qui a commencé un cursus d'études, qui avait une vie stable, qui avait un salaire, qui ne dépendait pas d'aide sociale et qui finalement avait son propre chez-soi, il se retrouve à devoir se cacher des autorités, à ne plus avoir de logement et ne plus avoir de revenus. Enfin, je suis quand même assez choquée de me dire que finalement, on a brisé ses rêves et on est en train de littéralement casser sa vie, en fait, qu'il a bâti en étant ici. Comment c'est possible au niveau des lois aussi? Je me dis, il n'y a pas quelque chose qui protège de ce genre de situation.
Je pense que là, c'est un peu la raison du fédéralisme, c'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont prises au secrétariat d'État aux migrations, voilà, c'est la procédure d'asile. Et puis, au niveau cantonal, ben, il y a des moyens qui sont donnés aux personnes qui attendent une décision. Donc, évidemment que cette dichotomie entre les deux procédures, eh bien, ça peut expliquer peut-être l'impasse dans laquelle se trouve Edriss aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur le canton de Vaud, il y a une politique d'accompagnement des personnes en attente d'un permis pour voilà, construire quelque chose, acquérir des compétences qui pourront peut-être être utilisées ailleurs. Enfin, voilà, il y a, je pense, ces deux choses. Alors, ouais, je peux peut-être ajouter quelque chose. Disons que ça, c'est la situation selon l'ancien système. Donc, dans l'ancien système, donc je parle de l'ancienne procédure d'asile, les personnes attendaient 2, 3, 4 ans jusqu'à ce qu'ils aient une réponse. Donc là, et puis des fois, il y avait encore une demande de réexamen, etc. Puis voilà, on arrivait à des histoires incroyables, des personnes qui n'avaient pas de réponse claire pendant des années. C'est pour ça, une des raisons pour lesquelles il y a une restructuration du domaine d'asile. Une nouvelle loi d'asile qui est entrée en vigueur en 2019. Et depuis, en fait, toute personne qui arrive en Suisse, qui dépose une demande d'asile, elle arrive dans un centre fédéral d'asile. Un centre fédéral pour requérants d'asile. C'est en fait une manière donc, d'accélérer la procédure, de centraliser et donc d'arriver rapidement à des décisions. Cette nouvelle procédure, voilà, elle est en train de faire ses preuves. On ne sait pas encore exactement si ça va marcher. C'est basé sur le système néerlandais. En Suisse, en fait, ce système, voilà, disons ça, on voit déjà quelques résultats. Il y a, par exemple, il y a 60% des demandes d'asile qui sont traitées dans la procédure accélérée, c'est-à-dire que ces personnes ne peuvent pas rester plus de 140 jours dans un centre fédéral. Leur demande, en moyenne, leur demande d'asile est traitée en 50 jours. Donc, en fait, ça ne donne même pas le temps de s'intégrer ou d'entrer en contact avec la population ou voilà, de commencer, d'entamer des projets. Donc, en fait, ça, après, moi, voilà, pour juger si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, voilà, je vous laisse décider. Ce que Amnesty a, donc nous, on avait en partie soutenu cette idée parce que cette nouvelle procédure, elle donne aussi l'accès à un représentant juridique gratuit. Donc, c'était quelque chose de très important pour nous parce que ça n'existait pas avant et donc les personnes qui avaient des contacts plus faciles, qui étaient mieux, voilà, qui avaient trouvé quelqu'un qui les représentait, avait un grand avantage. Maintenant, tout le monde est représenté dans cette nouvelle procédure dès le départ. Ça, c'est un avantage, mais ça veut aussi dire que des personnes vont arriver, elles seront renvoyées au moins de 2 mois, et elles ne vont jamais quitter les centres. Mais c'est dans le but d'éviter des situations comme celle d'Edriss où on commence une intégration, on voit un futur et que finalement, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, voilà, ça fait partie de ces idées, mais ça veut aussi dire que des personnes, voilà, elles vont avoir moins de chances de faire un autre parcours et de peut-être, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde reste, je sais pas, il y a aussi des personnes qui vont disparaître, qui vont vouloir quand même essayer de trouver un travail au noir et rester en Suisse. Ça continue à exister. Mais disons que les chances donc une personne va savoir assez vite si elle a des chances de succès, donc ça demande des chances de succès ou pas. Et donc j'ai dit 60% des cas seront traités dans la procédure accélérée et 40%, mais c'est un peu, je crois que c'est même un peu moins en ce moment, seront attribués au canton et ils auront une procédure étendue. Cette procédure étendue, elle peut durer jusqu'à 1 année. Donc même dans le pire des cas, on a maintenant une durée d'attente d'1 année. Et comment on fait la différence entre les personnes qui vont avoir une procédure accélérée et celles qui vont avoir une procédure étendue? Alors les personnes qui ont une procédure accélérée, c'est les personnes,
on voit que c'est une demande qui est manifestement infondée, donc on sait tout de suite, non, il a aucune chance de recevoir le statut de réfugié ou le statut F. Ou même une personne où on sait tout de suite qu'elle a droit à l'asile. Pour les autres personnes, par exemple, quand le dossier est un peu plus compliqué, quand il faudrait faire des recherches, par exemple des enquêtes d'ambassade sur place, ça c'est des cas qui seront attribués au comptant. Et mais ça, c'est toujours la minorité. Puis dans les procédures accélérées, il y a aussi les procédures Dublin. Donc des personnes qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays en Europe et qui seront renvoyées dans ce pays parce que c'est le premier pays d'accueil qui doit traiter la demande d'asile. En parlant de renvoi, est-ce que ce n'est pas un peu étonnant de se dire que Edriss est renvoyé en Afghanistan, c'est un pays qui est en instabilité politique constante? Comment est-ce que c'est possible que la Suisse accorde ça? Alors, donc moi je me pose la même question, comment est-ce possible de renvoyer des personnes en Afghanistan? Malheureusement la Suisse, et puis il y a aussi quelques pays en Europe qui ont cette pratique de renvoyer des personnes, des jeunes hommes qui sont en bonne santé et qui disposent d'un réseau familial dans les 3 régions. C'est la région de Kaboul, Herat et Mazar al-Sharif. Donc ça, en fait, ce sont un peu les exceptions parce que d'habitude, dans la plupart des cas, on considère que les personnes ne peuvent pas être renvoyées, surtout quand ce sont des personnes vulnérables. Pour ces personnes, donc le groupe dont je viens de parler, elles peuvent être renvoyées à condition qu'elles aient un réseau sur place et qu'elles soient en bonne santé. Et ça touche souvent des jeunes hommes. Donc voilà. Et puis pour Amnesty, par exemple, c'est clair que la situation sur place elle n'est pas du tout propice pour qu'une personne puisse être renvoyée et refaire. Parce que je pense aussi ce dont il faut tenir compte, c'est qu'il s'est construit une vie ici, il va être renvoyé et il va devoir commencer de nouveau à zéro. Souvent, les personnes sont déjà endettées, et puis par exemple, ça dépend des pays, mais souvent, en fait, on a peur de perdre la face devant la famille. On ne veut pas retourner, aussi pour des questions liées comme une honte, voilà, c'est une honte, un échec, et puis ouais. un échec. Puis de la famille, elle a tout donné pour cette personne, et ça, c'est vraiment... Voilà, il y a aussi des personnes qui font des tentatives de suicide, etc. Donc c'est vraiment aussi quelque chose à prendre au sérieux. J'aimerais juste rajouter ce qu'elle vient de dire. Les 3 villes, la Suisse, s'il y a des conditions favorables, la Suisse, ils peuvent renvoyer de force des migrants, des réfugiés d'Afghanistan, comme Kaboul, Herat et Mazar al-Sharif. Surtout Kaboul, la capitale d'Afghanistan, c'est une ville instable. Maintenant, la situation là-bas, c'est pire que jamais. Ça fait 40 ans qu'on est en guerre, mais ces derniers temps, la situation à Kaboul, c'est pire que jamais. Et c'est pas du tout favorable. J'ai une famille là-bas, mais ma famille était en danger à cause de moi. Et pendant mon entretien, je dis que voilà, j'ai une famille, mais ils étaient en danger à cause de moi. C'est pour ça que j'ai pris le risque de traverser toutes les frontières illégalement au lieu de rester là-bas. Parce que de passer les frontières illégalement de Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, c'est vraiment super dangereux. Il y a même, je peux dire, entre 80 et 90% risque de mort parce que les polices, ils ont le droit de tirer les gens qui passent illégalement. Et aussi, il y a des kidnappeurs qui kidnappent parce que quand en Pakistan et en Iran, il y a des kidnappeurs qui kidnappent pour l'argent, pour un rançon. Moi, j'ai pris ce risque de traverser toutes les frontières parce que ma vie était en danger. Mais la personne qui a analysé mon dossier, il a un peu comparé la situation d'Afghanistan avec la Suisse. Par exemple, ils m'ont dit que dans leur rapport, ils ont dit que si j'avais des problèmes, pourquoi je n'ai pas demandé la protection de l'État. Par exemple, si j'avais des problèmes avec... je ne veux pas raconter tout, mais parce que je travaille avec des étrangers et les gens qui travaillent avec des étrangers sont considérés comme des espions aux yeux des talibans, des groupes terroristes, soit collaborer avec eux, soit ils te tuent.
Ils m'ont demandé pourquoi je n'ai pas quitté alors mon travail, si j'étais menacé à cause de mon travail. Ils ont comparé un peu la situation d'Afghanistan avec la Suisse, que ce n'est pas du tout comparable. Et la police, l'État est vraiment corrompu là-bas. Et, les gens ne font pas confiance à l'État ni à la police. C'est pour ça qu'on ne demande pas, des fois, on préfère régler le problème entre nous que demander la protection de l'État ou des services d'État. Du coup, au final, la Suisse considère que tu pourrais retourner dans ton pays. C'est pour ça qu'ils te donnent, ils te refusent le Parce que permis. j'ai une famille là-bas. Alors qu'en soi, dans la réalité des faits, tu retournes là-bas, ce qui t'attend. Voilà, quoi. Je peux dire en quelques mots, les deux motifs pour lesquels ils ont refusé ma demande d'asile, comme je travaille avec des étrangers, ma vie était en danger, ils m'ont dit que si je retourne chez moi, en Afghanistan, je trouve un autre travail. Mais je trouvais des exemples, il y a beaucoup d'exemples, mais je trouvais des exemples qui a été fait par les journalistes étrangers européens en anglais. Par exemple, il y a un journaliste qui était menacé, il était exactement dans ma situation, il est parti en Inde. Et après, il est retourné en Afghanistan. Il n'a pas travaillé en tant que journaliste parce qu'il était menacé, parce qu'il était journaliste. Mais il a travaillé chez une banque. Mais quand même, il a été assassiné avec ses collègues il y a 2-3 mois. Donc, par exemple, le deuxième motif qu'ils ont refusé ma demande d'asile, qu'ils ont dit que si j'avais des problèmes, pourquoi je n'ai pas demandé la protection de l'État. J'ai trouvé un autre exemple qui est une femme activiste de 29 ans. Il a été assassiné avec son frère. Il a demandé la protection de l'État. Mais en plus qu'il connaissait la deuxième personne puissante de l'État. Mais l'État, ils n'ont rien fait. Il a été assassiné avec son frère juste une semaine après qu'il a demandé la protection de l'État. Ça veut dire que même si on demande la protection de l'État, ça ne change pas grand-chose parce que, comme j'ai déjà expliqué, même l'État d'Afghanistan, le gouvernement d'Afghanistan, il soutient certains groupes terroristes. En fait, si je ne me trompe pas, la guerre civile, ce n'est pas un motif de protection. Hein, quand on fait une demande en tant que réfugié en Suisse. Non, justement, c'est ce que j'avais dit au début. Donc, la guerre civile, c'est considéré comme... Donc, t'es pas un motif d'asile, parce que, voilà, c'est pas protégé par la Convention sur les réfugiés. Par contre, on considère que l'exécution du renvoi est inexigible lorsqu'il y a une guerre civile dans un pays. Et dans le cas de l'Afghanistan, maintenant, la situation politique, elle est considérée comme... Alors, c'est considéré comme une guerre civile, avec ces 3 exceptions. Et comme tu viens de Kaboul, tu entres dans l'exception. Moi, j'aimerais te donner la parole maintenant, Doua, parce que je me pose une question avec la problématique d'Edriss et la tienne. En l'occurrence, les deux, vous avez traversé des choses que, personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul en Suisse, on n'est même pas proche d'imaginer. Et je me dis, déjà, je vous remercie d'être ici, vous me remerciez de vous donner la parole, mais nous, on vous remercie de la prendre. Et j'aimerais savoir si vous avez eu une forme d'accompagnement psychologique pour ce que vous aviez vécu en arrivant ici. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ou pas pour justement recevoir une personne qui vient de traverser, qui sort d'une zone de guerre ou en l'occurrence qui vient de traverser les frontières de nombreux pays au risque de sa vie? Est-ce que tu as été accompagné ou pas? En fait, pas du tout. Même, ils n'ont pas proposé. Je suis arrivée direct, on était dans les centres d'accueil. Il n'y avait pas de choses comme ça, en fait. Surtout dans le canton de je ne sais pas hier s'il y avait ou pas. Même aussi après à l'école, j'allais direct en classe d'accueil pour apprendre la langue et tout. Du coup, en fait, non, il n'y a personne qui a vraiment eu l'attention sur ce point-là, en fait. Donc, c'était un travail personnel, sinon qui s'est sorti et s'est mis en place toute seule, en fait. Et pour toi, Edriss, c'est similaire ou pas? En fait, avant que je réponde à ta question, j'aimerais rajouter, en fait, ma motif d'asile, c'était pas la raison de guerre civile. Ma motif d'asile était une motif de menace directe. Mais en Afghanistan, tout le monde, je peux dire tout le monde, sont menacés indirectement parce que quand on sort de la maison, on n'est pas sûr de pouvoir rentrer sain ou sauf. Parce qu'il y a beaucoup de kamikazes, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup d'attentats ciblés, surtout ces derniers temps. Mais je réponds maintenant à ta question que tu as posée.
En fait, quand je suis arrivé en Suisse, je suis arrivé à Valor, centre d'enregistrement et de procédure d'asile. J'étais là-bas une semaine. Après une semaine, ils m'ont transféré au canton de Vaud. Et puis après, ils m'ont pas proposé un traitement psychologique ou psychiatre, mais je voulais pas non plus. Mais là, ces derniers temps, j'étais obligé d'aller chez un psychologue parce que pour que mon avocat puisse demander le réexamen de mon dossier, il a besoin d'une attestation d'un psychologue. Du coup, ces derniers temps, j'avais des rendez-vous chez un psychologue. Pour pouvoir prouver que ton état psychologique est très Exactement. affecté par ce qui est en train de se passer avec ta procédure. Exactement, parce qu'en fait, l'avocat, pour qu'il puisse demander le réexamen, c'est vraiment obligatoire d'avoir cette attestation. Sans cette attestation, il ne peut pas demander le réexamen. C'est pour ça que j'étais obligé d'aller chez un psychologue. En fait, de nature, moi, je suis quelqu'un très... je peux dire... Fort. Résilient. fort, je peux dire c'est mieux. Tant que je ne suis pas obligé, je ne veux pas dire mes problèmes à quelqu'un d'autre. Je préfère régler mes problèmes moi-même. Même quand j'étais à l'EVAM, quand j'avais un problème, j'essayais de trouver le moyen par moi-même. C'était vraiment très rare que j'allais prendre un rendez-vous avec mon conseil d'emploi ou mon assistant social. C'était vraiment très rare. Mais là, j'étais obligé d'aller chez un psychologue pour raconter un peu tout. Oui, mais je pense que cette thématique de l'état de santé psychologique des requérants d'asile, je crois qu'on n'en parle pas assez en fait, parce que il y a environ 60 à 70% des demandeurs d'asile qui souffrent du syndrome de stress post-traumatique. Et en fait, en Suisse, il n'y a pas de prise en charge automatique. Et souvent, ça peut même avoir une influence sur la procédure d'asile, parce qu'une personne qui a vraiment souffert de traumatisme, qui a vraiment souffert qui a vécu des choses horribles, elle va avoir besoin de plus de temps pour raconter ce qui lui est arrivé. Donc, je vous ai parlé de cette procédure accélérée, mais cette procédure accélérée, elle va aussi apporter des avantages, parce que certaines personnes vont avoir besoin de plus de temps. Donc, si on s'imagine qu'une procédure dure 3 semaines, c'est très très peu de temps, parce que la personne elle est à peine arrivée, elle a besoin de s'acclimater un peu, de comprendre ce qui lui arrive, et puis voilà, et trouver des repères. Et ça, c'est quelque chose qui manque vraiment dans le système d'asile suisse, c'est de tenir compte de ces éléments et d'offrir aussi ce genre de soutien. Disons pour le moment, il n'y a pas encore vraiment de projet qui est mis en place. Si un requérant d'asile souffre de problèmes psychologiques, ils doivent prouver que c'est grave. Donc la première chose qu'on fait dans les centres pour requérants d'asile, c'est de donner des médicaments. Et voilà, pour les faire dormir. Puis si on a de la chance, on peut aller voir un psychiatre, et on a droit à des antidépresseurs. Mais le fait de parler et de raconter, c'est pas quelque chose qui est offert. Et en plus, il y a aussi la question de la langue, parce que quand une personne vient d'arriver, elle ne maîtrise pas encore la langue. Mais il y a des projets qui ont été proposés maintenant pour que des personnes qui ont eux-mêmes fait des expériences traumatisantes, qui ont vécu qui ont été peut-être réfugiées ou qui ont demandé la protection suisse, elles puissent se former pour ensuite donner un soutien à d'autres requérants d'asile qui viennent d'arriver. Donc c'est ce genre de projets qui sont en train d'être mis en place, mais par des associations. Donc c'est pas l'État, c'est plutôt des organisations. Je suis d'accord avec elle que, en fait, je crois même moi aussi, j'étais fatiguée psychiquement et tout, mais en fait, on s'est débrouillé toute seule. Même aussi ma mère, elle a eu un suivi, mais c'est elle toute seule qui allait chez le médecin de famille. Elle a eu qu'elle n'arrive pas à dormir. Elle était toujours énervée. Même, en fait, nous tous, quand on est arrivé en Suisse, on a l'impression qu'on est changé, toujours énervé entre nous, on n'arrive pas à discuter. C'était vraiment trop dur. Ça nous a pris 3 ans pour se mettre en place et voilà, se démarrer de nouveau, à partir de zéro. Donc en fait, ouais, elle ne s'intéresse pas trop par rapport à notre situation psychique.
Mais c'est une belle lueur d'espoir ce que tu racontes là par rapport au projet de vie que tu as. Tu nous as dit que, vu l'expérience que tu as eue, tu aimerais plus tard pouvoir toi-même aider des réfugiés. Et apparemment, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant par des associations. Je trouve ça vraiment chouette pour toi. Mais Valentine, du coup, toi, tu es aussi aux premières loges de la réception de ces personnes qui peut-être ne parlent pas encore la langue ou comme ça. Et je pense que ça pourrait apporter justement de créer ce genre de cellules ou de structures encadrantes. Alors, de nouveau, pour le canton de Vaud, il y a quand même des choses qui sont faites. Sur le canton, dans tous les foyers d'accueil de l'EVAM, il y a l'USMI, l'unité de soins pour migrants. Donc, c'est déjà un premier contact avec le réseau de soins en place. La santé, c'est sûr, c'est un élément fondamental à accompagner quand on travaille avec des personnes requérantes d'asile. On le voit, enfin, ça pose des difficultés dans l'apprentissage. Quand des personnes arrivent, commencent des cours de français, sont traumatisées et ont des problèmes de sommeil, je ne vais pas décrire le tout, mais rencontrent des problèmes de santé, ça impacte l'apprentissage de la langue, ça impacte l'intégration socio-professionnelle. Et c'est vrai que dans le projet INVO, où on accompagnait les personnes assez rapidement après leur arrivée, on s'est rendu compte aussi à cette occasion que on pouvait mettre en place tous les cours qu'on souhaitait mettre en place, les cours de français, de sensibilisation au marché de l'emploi. Mais si la personne n'est pas en mesure d'apprendre pour diverses raisons de santé, eh bien, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas le faire comme ça. Et cette prévention, cette détection, elle est nécessaire et elle est mise en place de plus en plus dans l'accompagnement des migrants, en tout cas sur le canton de Vaud. Cette discussion nous a donc permis de nous rendre compte que la Suisse a encore bien des choses à apprendre sur l'accueil des réfugiés et l'accueil des migrants. Doua, Valentine, Edris et Alicia, nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé aujourd'hui à notre table ronde. Et il est temps pour nous de conclure. Comme conclusion, je pense que si vous avez été intéressé, interloqué par toute cette discussion, ces pôles de thématiques que nous avons abordées et que vous avez peut-être envie de vous engager, de vous investir pour changer les choses. Dans la description de notre vidéo, vous retrouverez plusieurs liens qui vont mener vers vers plusieurs associations, ce qui vous permettra de pouvoir vous engager, nous l'espérons. Si vous avez toute question, n'hésitez pas à contacter Une île sans frontières qui saura vous répondre. Et en plus de cela, vous aurez un petit lien vers la vidéo qui a été créée par Amnesty International, When You Don't Exist, ce qui permet de vous mettre à la place des réfugiés et de ce qu'ils doivent vivre. Et les deux documentaires de Fernand Melgar, dont Alicia nous a parlé, Vol spécial, le premier, et La forteresse. Nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette conférence et vous souhaitons à tous une belle journée.